tueur en série sème la mort sur son passage. Les détectives se battent contre la montre pour l'empêcher de tuer à nouveau. En Californie, la police découvre plusieurs victimes d'homicide. Les enquêteurs essaient de trouver un dénominateur commun entre elles et dressent le profil du tueur. Le meurtrier est un homme qui se plaît à entraîner ses victimes dans ses filets et croit jouer un jeu avec la police. Une fois qu'ils ont goûté à la mort, les tueurs en série sont incapables de s'arrêter. Les détectives doivent mettre toutes leurs ressources à profit pour empêcher ces ennemis publics de commettre de nouveaux meurtres. Dans cette affaire, certains noms ont été changés. Le 12 janvier 1990 était une autre journée ensoleillée à San Diego. Mais Chris Burns était trop préoccupé pour le remarquer. Il était inquiet à propos de sa fiancée. Lorsque ses camarades rentrèrent, Burns leur demanda s'ils avaient vu Tiffany Schultz, qui partageait leur appartement. La voiture de la jeune femme était garée devant l'immeuble, mais Burns, qui était rentré depuis un bon moment, ne l'avait pas vue. Ses camarades lui dirent qu'ils ne l'avaient pas vue non plus. C'est alors que le cauchemar commença. Dans une des chambres à coucher, le corps de Tiffany gisait par terre à moitié nu, couvert de sang. Burns resta près de la victime pendant que ses camarades alertaient la police. Pendant que les détectives l'interrogeaient, les agents de la section des homicides de la police de San Diego inspectèrent les lieux. Le meurtrier avait écarté les bras et les jambes de la victime. Certaines de ses blessures indiquaient qu'elle s'était battue avec son assaillant. Elle avait reçu plusieurs coups de couteau à la poitrine. Elle ne semblait cependant pas avoir été victime d'agressions sexuelles. Plusieurs objets furent réquisitionnés dans l'appartement, notamment la cassette du répondeur. Pendant que l'on procédait à l'analyse des lieux, la police prit la déposition de Chris Burns. Il y avait du sang sur ses mains et ses pantalons. Pour le sergent Ed Patrick de la police de San Diego, cette situation était suspecte. N'importe qui aurait trouvé bizarre l'histoire de ce jeune homme qui rentre chez lui, n'y trouve pas sa petite amie, mais constate que sa voiture, ses clés et son sac à main sont là. La porte de la chambre de la victime, qui normalement est toujours ouverte, était fermée, et il n'a pas pensé frapper ou l'ouvrir. Burns fut conduit au poste de police pour y subir un interrogatoire en règle. Il reconnut que sa relation avec Tiffany était difficile. Lors du meurtre, leur relation était tendue. Pour le moment, Burns était le suspect numéro 1. Le sang sur ses vêtements allait peut-être se révéler très important. Burns déclara avoir taché son pull au moment où il avait découvert la victime. Quant au sang sur son pantalon, il déclara qu'il s'agissait du sien, qu'il s'était blessé sur le chantier où il travaillait. La version des faits de Chris Burns semblait pour le moins douteuse. Il fut arrêté et accusé du meurtre de Tiffany Schultz. L'autopsie révéla que la victime avait été poignardée à près de 60 reprises. Lors de l'enquête,
La police apprit qu'elle payait ses études en travaillant comme stripteaseuse dans une boîte de nuit. La gérante confirma que la relation entre Tiffany et Chris était tumultueuse. Selon elle, le jeune homme ne voulait plus qu'elle travaille dans cette boîte de nuit. Ils se querellaient souvent à ce sujet. Leur dernière dispute était d'ailleurs récente. Le répondeur contenait un message de Burns dans lequel il s'excusait auprès de sa fiancée de lui avoir tenu des propos moralisateurs au sujet de son travail. Était-il possible qu'il ait ensuite perdu la tête ? La police espérait qu'un examen minutieux des indices permettrait de découvrir si Tiffany avait été victime de la colère de Burns. On envoya les vêtements du suspect au laboratoire afin de déterminer l'origine du sang qui s'y trouvait. L'analyste commença par retourner le jean à l'envers pour mieux discerner les taches. L'analyse sanguine révéla que le sang sur le pull était du même groupe que celui de Tiffany Schultz, AB. Quant au sang sur le jean, il était du groupe O, comme celui de Burns. L'expert en sérologie Larry Turner du laboratoire judiciaire de la police de Jackson était chargé d'effectuer cette analyse. Les résultats de mes analyses corroboraient la déposition de Chris Burns. Le sang sur son pantalon était bien le sien, et non celui de Tiffany Schultz. Quant à son pull, il avait déclaré qu'il s'était penché et avait touché la victime, et que c'est probablement à ce moment-là qu'il s'était taché. Cela corroborait mes résultats aussi. Burns avait peut-être dit la vérité. Sans autre indice, la police fut contrainte de le remettre en liberté. Malheureusement, les détectives allaient bientôt regretter de l'avoir relâché. Le 16 février 1990, un mois après le meurtre de Tiffany Schultz, la police reçut un appel d'urgence du même complexe d'immeubles. Une autre victime d'homicide avait été découverte. Le corps de Janine Weinhold gisait à moitié nu. Cette jeune étudiante de l'université de San Diego avait été trouvée par la jeune femme qui partageait son appartement. Elle avait été poignardée à maintes reprises. Tout comme dans le cas de Schultz, le meurtrier lui avait écarté les jambes. Les policiers craignaient d'être aux prises avec un tueur en série. L'appartement de Janine Weinhold se trouvait à seulement 90 mètres de celui de Tiffany Schultz. Il y avait des vêtements tachés de sang sur le sol près du lit. Le tueur avait laissé l'arme du crime, un couteau à découper, dans l'évier. Mais il avait laissé un indice encore plus important sur le couvre-lit, du sperme. La victime avait donc été violée. Cet indice allait peut-être permettre à la police de déterminer l'identité du meurtrier. Au début des années 90, peu de laboratoires disposaient de l'expertise pour analyser l'ADN. Larry Turner n'avait d'autre choix que de procéder à une analyse sérologique. Il constata que tous les liquides organiques étaient de groupe O, le même que celui de Chris Burns, le suspect principal. Turner compara ensuite les marqueurs génétiques du sang de Burns à ceux des fluides recueillis sur la scène du crime. L'analyse des marqueurs génétiques n'est pas aussi précise que l'analyse de l'ADN. Cependant, certains marqueurs génétiques sont plus rares que d'autres et permettent parfois d'identifier un individu. Turner découvrit que les marqueurs génétiques du suspect, Chris Burns, ne correspondaient pas à ceux de la seconde scène du crime. Deux meurtres avaient été commis et les détectives ne disposaient d'aucun suspect potentiel.
Ils se rendirent à nouveau au complexe d'immeubles et interrogèrent quelques résidentes afin de savoir si l'une d'entre elles avait aperçu quelqu'un à l'allure étrange. Il fallait à tout prix éviter qu'il n'y ait de nouvelles victimes. Les détectives dressèrent une liste de plus de 1000 suspects grâce aux informations recueillies à partir des amis et des connaissances des deux jeunes femmes. Le champ de recherche de la police était très grand. Il était impératif d'arrêter le meurtrier avant qu'il ne récidive. Malheureusement, la police se fit battre de vitesse. Le 3 avril 1990, soit 2 mois après le meurtre de Weinhold, la police reçut un autre appel d'urgence. Une troisième femme avait été trouvée morte, poignardée elle aussi. Un témoin avait aperçu un homme armé d'un couteau quitter la scène rapidement. Il se cachait le visage avec son t-shirt. La police répondit immédiatement à l'appel. Les agents interrogèrent Tammy Ho, qui déclara qu'elle revenait de la piscine lorsqu'elle avait découvert le corps de son amie Holly Tarr. Cette dernière avait été tuée d'un seul coup de couteau au cœur. Holly Tarr résidait dans le même immeuble que la seconde victime, Janine Weinhold. À l'extérieur, les policiers découvrirent le couteau et le t-shirt du meurtrier. Il y avait également dans la boue l'empreinte d'une semelle qui appartenait vraisemblablement au suspect. Malheureusement, aucun témoin n'avait vu son visage. Tammy, l'amie de la victime, était incapable de le décrire. Elle savait seulement qu'il s'agissait d'un homme. Il est passé comme l'éclair. Elle n'a pas été d'un grand secours. Un second témoin a déclaré que le suspect était un homme de race noire. La police ne trouva aucune empreinte digitale ou échantillon de cheveux ou de poils sur le couteau, pas plus que sur le t-shirt. Les seules informations dont les enquêteurs disposaient après ces 3 meurtres étaient que les victimes étaient toutes des femmes de race blanche entre 18 et 21 ans, qu'on les avait laissées partiellement dénudées, les jambes écartées et qu'elles avaient été poignardées. De plus, le meurtrier était vraisemblablement un homme de race noire. Comme ces meurtres avaient été perpétrés dans le secteur de Claremont à San Francisco, le meurtrier fut surnommé le tueur de Claremont. Ce dangereux prédateur était malheureusement toujours en liberté. Les hommes noirs de la longue liste de suspects furent interrogés un à un. Ils furent également invités à fournir un échantillon de sang et de salive. Pendant l'analyse des échantillons, de nouveaux meurtres en série furent commis. Le 22 mai 1990, une autre femme fut trouvée morte dans son appartement du centre-ville de San Francisco. Les coups de couteau dont elle avait été victime ressemblaient à ceux des 3 meurtres précédents. Le tueur de Claremont semblait se déplacer. 4 mois plus tard, Pamela Clark, 43 ans, et sa fille Amber, de 18 ans, furent trouvées assassinées dans leur maison de San Diego. Elles avaient été partiellement dénudées et poignardées au cœur. De plus, on les avait laissées dans la même position que les autres victimes. Il était impossible de déterminer quelle serait la prochaine victime de ce dangereux tueur. Les détectives devaient se battre contre la montre. Le meurtrier pouvait agir à n'importe quel moment. Le tueur de Claremont se tint tranquille pendant 5 mois. Puis, le 3 février 1991, plus d'1 an après le premier meurtre, les détectives de San Diego trouvèrent une nouvelle piste. Linda Parker, 23 ans, s'apprêtait à prendre une douche lorsqu'elle entendit des bruits à sa porte. Elle regarda par le judas et aperçut un homme en train de forcer la serrure.
La jeune femme sortit par la porte arrière de son appartement. Elle alla chercher son voisin et ils se rendirent tous deux affronter l'intrus. L'individu marmonna une excuse et fila en vitesse. Le voisin de Linda Parker nota la marque et le modèle de la voiture de l'homme. Pendant ce temps, la jeune femme téléphona à la police pour raconter son aventure. Selon elle, l'homme l'avait suivie du centre de conditionnement physique d'où elle revenait. Une des victimes, Pamela Clark, s'était entraînée à ce même centre juste avant d'être trouvée assassinée. Peut-être était-ce à cet endroit que le meurtrier repérait ses victimes. Les agents distribuèrent un message d'avertissement aux clients et les interrogèrent pour savoir s'ils avaient aperçu une voiture correspondant à la description donnée par Linda Parker. Le lendemain, la police reçut un appel. Quelqu'un avait aperçu devant le centre un homme assis dans sa voiture qui correspondait à la description. Le suspect fut appréhendé. Son nom était Cleophus Prince. La police l'avait interrogé quelques mois plus tôt. Il avait refusé de fournir un échantillon de sang. Il faudrait maintenant en obtenir un pour le comparer aux indices prélevés sur les différentes scènes du crime. Peut-être accepterait-il d'en donner un si la police lui disait qu'il s'agissait d'une autre affaire. Les détectives l'informèrent qu'il était arrêté pour une tentative de cambriolage à l'appartement de Linda Parker la veille. Ses cartes de crédit furent vérifiées. Elles étaient toutes abîmées et semblaient avoir été utilisées pour déverrouiller des portes. Prince accepta de coopérer avec la police et donna un échantillon de sang. Ainsi, la police n'aurait pas à obtenir un mandat de la cour. Prince ne pouvait cependant pas être mis en détention provisoire. Il fut remis en liberté et surveillé étroitement. On procéda immédiatement à l'analyse de l'échantillon sanguin. L'analyse d'ADN n'aurait constitué une preuve plus solide. Malheureusement, à cette époque, ce type d'analyse n'en était qu'à ses premiers balbutiements. Une année entière pouvait s'écouler avant qu'on obtienne des résultats. Il y avait fort à parier que le meurtrier tuerait à nouveau. Les détectives décidèrent donc de procéder plutôt à la comparaison des marqueurs génétiques entre le sang de Prince et les échantillons prélevés sur les différentes scènes du crime. Ainsi, la police saurait si elle était sur la bonne piste. Sinon, il faudrait trouver un autre suspect. Les analyses furent terminées un mois plus tard. Il y avait effectivement des similitudes entre les échantillons. Nous avions presque envie de pleurer. Il était très difficile d'être impliqué dans cette enquête et de transiger avec les familles des victimes. C'était enfin fini. Prince fut retracé et arrêté. Les policiers avaient maintenant tout le temps de recueillir de nouveaux indices et procéder à des analyses plus complexes. 2 bagues retrouvées chez Prince appartenaient à l'une des victimes. Les policiers découvrirent également des chaussures dont les semelles correspondaient à l'empreinte laissée sur une des scènes du crime. Les détectives n'ont jamais su pourquoi Prince avait une telle fureur à tuer, mais ils sont parvenus à déterminer comment il s'y prenait. Après avoir maîtrisé l'art du cambriolage, Cleophus Prince avait décidé d'ajouter quelques cordes à son arc. Il repérait ses victimes au centre de conditionnement physique, sachant qu'elles prendraient une douche une fois arrivées à la maison et qu'elles seraient alors vulnérables. Prince faisait intrusion dans leur appartement, les violait, puis les poignardait. Grâce aux indices recueillis sur les différentes scènes, il fut jugé coupable de 6 meurtres. Il attend aujourd'hui son exécution à la prison de San Quentin. Cleophus Prince traquait ses victimes avec soin. D'autres tueurs en série attendent que leur proie se présente à eux. Le 3 mai 1983, à San Francisco, des randonneurs découvrirent 2 barils suspects dans le parc de Golden Gate. Une forte odeur de pourriture s'en dégageait.
La police soupçonnait qu'il contenait des restes humains. Les barils étaient enveloppés dans du plastique et leur couvercle avait été scellé avec du ciment. Cependant, l'un d'eux fuyait. On les envoya au service judiciaire de la police où ils furent radiographiés avant d'être ouverts. Il ne fallait détruire aucun indice. Les rayons X furent ensuite envoyés à Boyd Stevens, le médecin légiste en chef du comté de San Francisco. Dans un des barils, il y avait 2 cadavres. On pouvait aisément voir 2 squelettes, incluant les crânes et les colonnes vertébrales. Dans l'autre baril, il y avait un seul corps. À ce moment-là, nous ne pouvions pas encore déterminer le sexe, mais nous pouvions voir des plombages et d'autres matières métalliques qui ressemblaient à des fragments de projectiles. Nous pouvions également discerner des objets personnels, comme des bagues, des boucles d'oreilles et ainsi de suite. L'étape suivante consistait à découvrir comment ces corps avaient pu se retrouver là. On demanda à des experts d'examiner attentivement les barils. Kenneth Moses, du laboratoire judiciaire de San Francisco, commença par en analyser l'extérieur. Il espérait découvrir des empreintes sur le contenant ou le ruban adhésif qui l'entourait. Malheureusement, il est parfois difficile de faire ressortir une empreinte sur un ruban adhésif car la poudre utilisée s'agglutine à la surface entière. De plus, les produits chimiques utilisés dissoudent l'adhésif, détruisant du même coup l'empreinte. Moses tenta une expérience. Il prépara une mixture spéciale à base de teinture bleue, d'eau et d'antibiotiques. Ainsi, lorsque le ruban adhésif serait trempé dans la solution, l'antibiotique s'accrocherait à la protéine de l'empreinte et lui donnerait une teinte bleu-violet. Il nous a fallu 14 heures de travail pour analyser tous les morceaux de ruban. Nous avions examiné 15 ou 20 morceaux et n'avions pas trouvé d'empreintes sur ces centaines de mètres de ruban. Finalement, nous avons décollé le dernier morceau, avons versé la teinture, et nous avons découvert cette belle empreinte. Une simple loupe permit aux experts de relever un autre indice important. Le tueur semblait avoir laissé une empreinte très nette sur le ciment au moment où il scellait l'un des barils. On appliqua une résine de polymère sur l'empreinte. Une fois la résine sèche, on disposerait d'un moule presque parfait. On pourrait ensuite créer une empreinte sur papier et la consigner. Après 4 jours passés à analyser l'extérieur des barils, les experts étaient enfin prêts à les ouvrir. L'un d'eux contenait les corps nus de 2 femmes attachées ensemble. La police put les identifier grâce à leurs empreintes digitales. Il s'agissait de Glenda Whitley et Paula Rodriguez, 2 prostituées. Rodriguez travaillait pour le compte de Thomas Michaels, identifié comme étant la victime du second baril. Ce dernier était toujours habillé. Les 3 victimes avaient reçu une balle dans la nuque. L'identité des victimes était peut-être connue, mais il restait encore à déterminer qui les avait tuées. 3 mois après la découverte des corps, un homme qui roulait sur une route secondaire de San Mateo près de San Francisco fit une autre découverte macabre. Il appela immédiatement la police. Il montra à quel endroit se trouvait le corps. Il s'agissait d'une femme ligotée qui semblait avoir reçu un projectile à la tête. Des vêtements déchirés étaient répandus çà et là sur la scène du crime. Le sergent détective Robert Morse en tira une déduction. She had nylon rope
Une corde de nylon était attachée à ses chevilles et elle semblait avoir été traînée de la route jusqu'à cet emplacement. Nous avons ensuite mesuré la distance et constaté qu'elle avait été traînée sur 3 kilomètres. Un périmètre de sécurité fut établi autour de la scène du crime. Chaque fragment d'indice fut soigneusement recueilli et consigné. Il y avait un sac à ordures à l'endroit même où l'on avait vraisemblablement commencé à traîner le corps. Après avoir recueilli tous les indices, la police procéda à l'identification de la victime. Il s'agissait de Marsha Geary, une prostituée de Oakland. Il était maintenant temps de découvrir comment elle était morte. L'autopsie nous a permis de constater qu'elle avait reçu un projectile dans la tête. La trajectoire du projectile était d'environ 45 degrés vers le bas. La blessure à l'entrée était ovale, ce qui est plutôt inhabituel. Le projectile recueilli dans le corps de la victime était lui aussi plutôt inhabituel. Il était de calibre 38 et recouvert de nylon. Il n'y avait aucune rayure ni cloison, ces marques laissées normalement par le canon de l'arme. Les experts en balistique étaient dans l'obscurité la plus totale. Le sac à ordures fut soumis à de nouvelles analyses. Les spécialistes étaient à la recherche d'empreintes digitales ou du moindre micro-indice. Le sac fut soumis à la vapeur de supercolle. Lorsqu'elle est chauffée, la supercolle adhère aux empreintes et les rend ainsi visibles. Il y avait bien une empreinte. Elle était trop grande pour provenir de la victime. On ne pourrait la comparer à quelque chose que lorsqu'on disposerait d'un suspect. Le lendemain de la découverte du corps de Marsha Geary, le cadavre de Catherine Barrett fut découvert au fond d'une impasse à San Francisco. On l'avait torturée avant de l'assassiner de coups de couteau. Son corps était enveloppé d'un sac de plastique. La police recueillit des fragments de métal dans le sac. C'est pendant que la police enquêtait sur ce dernier meurtre qu'elle reçut une information intéressante de Raleigh Hill, le propriétaire de l'immeuble où demeurait Marsha Geary. Marsha lui avait dit qu'elle comptait voir un certain Jack. Il ne connaissait pas le nom de famille de cet homme, mais il savait qu'il vivait dans un entrepôt. Il avait déposé la jeune femme à cet endroit à 2 reprises. Il donna l'adresse à la police. L'entrepôt était situé à 30 km de l'endroit où son corps avait été découvert. L'entrepôt abritait les locaux de la Anthony Electric. Son propriétaire était un ancien agent de police du nom de Anthony John Sully. Ce dernier se faisait appeler Jack. Fait étonnant, Catherine Barrett avait également déclaré à ses amis qu'elle se rendait à la Anthony Electric la veille de la découverte de son corps. Cette information permit à la police d'obtenir un mandat de perquisition de l'entrepôt. Les détectives étaient sur le point d'apprendre toute la vérité au sujet de Jack Sully. Une enquête pour homicide conduit la police à l'entrepôt d'un entrepreneur en électricité où 2 prostituées ont vraisemblablement été assassinées. Une femme en tutu ouvrit à la police. Elle conduisit les agents à un petit appartement situé à l'arrière de l'entrepôt. Parmi tout un attirail d'objets reliés à la consommation de drogue, se trouvait un Jack Sully très désorienté et partiellement nu. La scène était grotesque.
En explorant l'appartement, nous avions presque l'impression d'être dans une salle de torture. Un crochet était installé au plafond. Il y avait toutes sortes de cordes un peu partout, des vidéocassettes de pornographie et de sadisme. L'atmosphère qui se dégageait de cet endroit était morbide. Lors de la fouille de l'appartement et de l'entrepôt, les policiers recueillirent plusieurs indices importants, dont un pistolet auquel le canon avait été enlevé. Il contenait des projectiles recouverts de nylon, exactement comme celui qui avait tué Marsha Geary. La forme de la blessure s'expliquait peut-être par l'absence de canon. Sans lui, l'arme était plus instable et le projectile aurait eu tendance à plonger plutôt que d'aller droit au but. Jack Sully fut arrêté et accusé du meurtre de Marsha Geary. L'entrepôt fit l'objet d'une fouille approfondie. Nous en avons pratiquement photographié chaque centimètre. Nous n'avons rien laissé au hasard. Nous ne l'avons pas regretté parce que nous y avons recueilli beaucoup d'indices. Parmi ces indices se trouvaient des copeaux de métal et de la corde de nylon identiques à celle découverte sur une des scènes du crime. Les détectives découvrirent également une grande quantité de sang. L'entrepôt semblait avoir servi de chambre de torture, de sordide sanctuaire à un homme cruel. Une fois Jack Sully derrière les barreaux, les détectives interrogèrent ses connaissances. Ils apprirent qu'il s'était vanté d'avoir tué 3 personnes et de les avoir cachées dans des barils dont il s'était débarrassé dans le parc de Golden Gate. Il serait maintenant possible de comparer ces empreintes digitales à celles prélevées sur les barils du triple homicide. Dès qu'il aperçut les empreintes de Jack Sully, Kenneth Moses sut qu'il s'agissait de lui. J'ai jeté un coup d'œil aux empreintes, et croyez-moi, je les connaissais déjà par cœur. Dès que j'ai vu celle de Sully, je savais qu'il était l'auteur de ces meurtres. Sully fut inculpé des meurtres des 3 victimes découvertes dans le parc de Golden Gate. Les agents obtinrent également l'empreinte de ses pieds et la comparèrent à celle qu'ils avaient prélevée sur le sac à ordures découvert près du corps de Marsha Geary. L'empreinte correspondait bien à celle du suspect. La poursuite disposait de quantité de preuves contre Jack Sully. Des copeaux de métal trouvés dans son entrepôt étaient identiques à ceux découverts sur le corps de Geary. Également, la pellicule de plastique enroulée autour du corps de l'homme trouvé dans le baril était semblable à celle recueillie dans sa camionnette. L'enquête permit à la police de savoir comment il s'y prenait. Après avoir consommé de la cocaïne, Sully ramassait une prostituée. Une fois arrivé à l'entrepôt, il la soumettait à diverses tortures, la battait et la violait avant de la tuer. La criminalistique permit de prouver son implication dans les meurtres de 5 victimes, mais certains indices démontrent qu'il en aurait commis 6. Le 3 juin 1986, Anthony John Sully fut jugé coupable de 6 meurtres et condamné à mort. Les tueurs en série ne semblent avoir d'autres règles que celle de préserver leur anonymat. Le 28 juin 1989, à Riverside, en Californie, 2 ouvriers s'apprêtaient à prendre leur pause déjeuner lorsqu'ils remarquèrent le corps d'une femme gisant au fond d'un talus. Des agents de police et experts judiciaires de Riverside répondirent immédiatement à leur appel. La victime portait un short et une chemise de style cowboy. Une serviette recouvrait son corps. Elle n'avait aucune carte d'identité sur elle.
L'autopsie révéla qu'elle était morte par strangulation. Grâce à l'analyse de ces empreintes digitales, la police parvint à déterminer qu'il s'agissait de Tara Biggs, une prostituée de 28 ans. Les indices recueillis sur la scène furent envoyés au laboratoire judiciaire d'État. Les experts ne découvrirent que quelques fibres. La personne qui avait commis ce meurtre n'avait pas laissé beaucoup d'indices. Le 13 décembre 1989, toujours à Riverside, une autre victime, Pamela Martin, fut découverte sur une route secondaire. Elle semblait avoir été tuée dans un autre endroit avant d'avoir été rhabillée puis abandonnée au bord de cette route. Tout comme la femme découverte 6 mois plus tôt, elle était prostituée. Il y avait également d'autres points communs entre les deux cas. La police découvrit des fibres identiques à celles recueillies sur la première victime. Il y avait aussi des traces de pneus. Elles furent photographiées, puis ces photos furent envoyées au laboratoire pour analyse. La première étape consistait à agrandir les photos afin qu'elles soient grandeur nature. Ensuite, on pourrait analyser les reliefs du pneu et les marques d'usure qui étaient uniques à la voiture du meurtrier. Il y avait 2 marques de pneus différentes. Le meurtrier conduisait vraisemblablement une camionnette ou une mini-fourgonnette dont le parallélisme des roues était déréglé, ce qui avait entraîné une usure prématurée des pneus avant. Les similitudes entre les 2 scènes du crime indiquaient qu'il s'agissait du même meurtrier. Malheureusement, il n'en avait pas encore fini. Dans les 16 mois suivant la découverte de la première victime, 6 autres prostituées furent trouvées assassinées dans le secteur de Riverside. Selon Steve Sekowski du laboratoire judiciaire de l'État de la Californie, l'information obtenue à partir des pneus était très importante. Au moment où nous avons découvert les victimes subséquentes, nous disposions déjà de l'information au sujet des pneus. Et c'est ce qui nous a permis de nous apercevoir rapidement que nous avions affaire à des meurtres en série. Lorsque les différents services de police aux prises avec ces meurtres se rencontrèrent pour comparer leurs données, ils constatèrent que non seulement les traces de pneus étaient identiques, mais que les mêmes cheveux et fibres avaient également été recueillis sur les diverses victimes. On avait retrouvé des fibres grises et rouges, des fils dorés et des parcelles de cordes sur presque tous les corps. Tous ces indices, mis bout à bout, reliaient littéralement les meurtres ensemble. L'enquête ne semblait pas progresser. En 1991, 10 prostituées avaient été tuées et plusieurs d'entre elles avaient été rhabillées et laissées le long de routes secondaires. Les seuls indices sur l'identité de leur meurtrier étaient les fibres, les cheveux et les traces de pneus qu'il laissait derrière lui. Malheureusement, sans suspect, ces indices n'étaient guère utiles. Comme les victimes étaient toutes prostituées, la police interrogea les femmes qui travaillaient dans les quartiers chauds de Riverside et de la ville voisine d'Elsinore. Les clients connus de la police firent l'objet d'une enquête. Une des femmes interrogées donna la description d'un homme qui l'avait brutalisé. On en tira un portrait robot. Ce portrait fut distribué, mais ne donna pas les résultats escomptés. Les détectives espéraient avoir plus de chance en concentrant leurs efforts sur le véhicule du meurtrier. Ces pneus laissaient des empreintes uniques sur toutes les scènes du crime. Quant aux fibres, elles provenaient sans doute de l'intérieur du véhicule. Si les enquêteurs le retrouvaient, ils pourraient à coup sûr mettre la main sur le tueur. Nous avons avisé nos agents de chercher un véhicule avec un certain type de pneus. Nous leur avons également dit que le véhicule avait sans doute une moquette grise et qu'il y aurait peut-être de la corde et aussi des fibres dorées, parce que nous avions trouvé de telles fibres. Il y avait peut-être aussi une couverture ou un sac de couchage, une fois encore à cause du type de fibres que nous avions découvert sur plusieurs victimes. Les policiers avaient également découvert l'empreinte d'une semelle de chaussures de course de marque populaire près d'une des victimes. Sur les scènes du crime subséquentes, les experts avaient remarqué d'autres empreintes identiques. Plus le temps passait,
et plus les experts pouvaient constater l'usure des semelles du suspect. Il en allait de même pour les traces de pneus. Certains d'entre eux étaient plus usés que d'autres et avaient dû être remplacés avec le temps. En janvier 1991, les détectives des services de police de la région mirent leurs ressources en commun et créèrent une escouade spéciale. Au mois de juillet suivant, l'enquête n'avait pas progressé et l'escouade fit appel à un expert en études comportementales afin de dresser le profil du tueur. Comme les tueurs en série s'attaquent généralement à des gens de la même race qu'eux, l'expert émit l'hypothèse qu'il s'agissait d'un homme de race blanche entre 35 et 40 ans. Les journaux firent état du profil psychologique présumé du tueur. Ce dernier semblait suivre l'affaire dans les journaux. Sa nouvelle victime, Tracy O'Donnell, fut poignardée, étranglée et mutilée. Bien que son meurtre ait eu plusieurs ressemblances avec les précédents, quelque chose le rendait unique. La victime était de race noire. Le meurtrier préservait son anonymat, mais se faisait de plus en plus provocateur. À la fin de l'année 1991, il tuait une victime par mois. Les détectives de Riverside, en Californie, qui enquêtent sur une série de meurtres, ont finalement une nouvelle piste le 9 janvier 1992. Un agent qui patrouillait dans le secteur chaud de Elsinore aperçut un homme parler à une prostituée à partir de sa camionnette. L'homme commença à rouler, puis vira à droite sans mettre son clignotant. L'agent de police somma l'homme de se ranger sur le côté. Le nom du conducteur était William Soff. Son véhicule correspondait au profil qu'avaient dressé les experts judiciaires. L'agent remarqua que le véhicule avait des pneus de différentes marques et que certains étaient plus usés que d'autres. William Soff fut arrêté. Sa camionnette fut remorquée à la fourrière et inspectée avec soin. Les spécialistes y découvrirent un coussin doré et un sac de couchage. Un couteau taché de sang avait été glissé entre le siège du conducteur et le levier de vitesse. Les spécialistes découvrirent également de la corde dont les fibres étaient semblables à celles découvertes sur certaines des victimes. Le couteau et les autres indices furent envoyés au laboratoire. Pendant ce temps, les détectives obtinrent un mandat de perquisition de la maison de Soff. Lors de la fouille, ils recueillirent une paire de chaussures de course dont les semelles ressemblaient aux empreintes découvertes sur les différentes scènes du crime. Il y avait aussi des chemises de style cowboy, comme celle que portait la première victime, ainsi qu'une pile de reçus pour l'entretien mécanique du véhicule. Au laboratoire, une analyse d'ADN fut effectuée sur le couteau découvert dans la camionnette de Soff. Les résultats correspondaient au sang de la dernière victime. On procéda ensuite à l'analyse du sang, de la salive et d'autres fluides corporels de Soff pour les comparer à des échantillons de fluides recueillis sur les victimes. Dans plusieurs des cas, ils étaient identiques. Les fibres du coussin doré et du sac de couchage ainsi que les cheveux de Soff correspondaient en tout point aux indices recueillis sur les différentes scènes du crime. De plus, les marques de pneus du véhicule de Soff correspondaient aux empreintes photographiées par les experts. Les reçus d'entretien du véhicule se révélèrent également utiles pour établir à quel moment Soff avait muté ses pneus ou les avait changés. La police avait noté leur position sur chacune des scènes du crime. Les résultats étaient fidèles aux changements dont faisaient état les reçus. La police parvint à tirer des conclusions sur la façon de procéder de William Soff. Ce dernier se rendait dans les quartiers chauds de la région.
Une fois son choix arrêté, il invitait la prostituée à monter dans son véhicule et roulait jusqu'à un endroit isolé. Il ligotait ses victimes afin de les torturer et de les violer. Ensuite, il les tuait, soit en les étranglant, soit en les poignardant. Parfois, il revêtait la victime de ses propres vêtements. Ainsi, il pouvait se débarrasser de son corps sans tacher sa camionnette. Il ne cachait pas ses victimes. Le 19 juillet 1995, William Suff fut jugé coupable de meurtres multiples. Il reçut 12 condamnations à mort. La compulsion d'un tueur en série ne s'arrête jamais. Lorsqu'il a trouvé une méthode qui fonctionne, il la répète sans cesse. Heureusement, c'est cette répétition qui fournit des indices à ceux qui sont sur sa piste.